Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler à deux voix, donc en tant que dinosaure ayant participé à l'agitation intellectuelle qui a présidé à la naissance du réseau Redécofor, pas exactement dans la même position, Guy Landman avec son héritage à la direction du programme des FORPA, succédant à Maurice Bonneau, puis au département de la santé des forêts, moi à l'époque au département de la santé des forêts, et à la préparation des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Donc les deux premières parties qui ont une connotation plus historique, je vais les assumer, et les deux points suivants, un peu plus réflexifs, critiques et orientés vers l'avenir, seront abordés par Guy Landman. Remontons un petit peu en arrière. On se retrouve avec un contexte qui est très particulier. Le début des années 1980 avait été marqué par des préoccupations à travers toute l'Europe sur l'intensité des dépérissements attribués à la pollution atmosphérique. Je ne maîtrise absolument pas la technologie, on va revenir en arrière, qui ont abouti à la mise en place de réseaux de suivi continu, monitoring des forêts, dans un cadre qui a commencé au niveau national, chacun des pays testant, adaptant la problématique de son suivi à ses propres questionnements, puis passant progressivement à une couverture de l'ensemble du territoire national, et avant que l'Union européenne ne décide via des règlements communautaires une homogénéisation de ces mécanismes de suivi. Ceci a conduit à mettre en place d'une part un réseau systématique 16 km sur 16, et puis d'autre part dans la philosophie de ce qui avait été discuté dans le cadre du programme PIC Forêt, convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière, des réseaux de niveau 2 et 3, nettement plus intensifs, appareillés lourdement. À l'époque, la question elle était centrée autour de ce dépérissement forestier attribué à la pollution atmosphérique, le fameux débat sur les pluies acides, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de questions qui ont été débattues pendant toutes ces années avaient également leur origine dans que se passe-t-il après la grande sécheresse de 1976 et durant tout le programme de recherche des FORPA, on a eu des interférences très clairement qui nous invitaient à remonter à des questions sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers. La suite. Quand on arrive à la fin des années 1980, beaucoup de choses ont été relativisées, ce n'était pas la disparition intégrale des forêts. Par contre, c'était une somme énorme de questions sur le fonctionnement et les dysfonctionnements des écosystèmes forestiers. C'était également toute une série de questions sur quelles sont les informations qu'on aurait aimé avoir pour gérer cette question, ce débat public dans lequel le monde forestier a eu l'impression d'être un peu la cible, d'être mis en accusation, de ne pas avoir nécessairement tous les outils, tout le savoir, toutes les connaissances pour y répondre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est retrouvé à devoir articuler deux grandes réponses aux questions politiques. D'une part, les conférences ministérielles pour la protection des forêts, pour lesquelles Georges Touzet avait été nommé par le ministre chargé des forêts comme préparateur, et il m'avait demandé de l'assister, en liaison avec les partenaires finlandais, et puis d'autre part, toute la dynamique qui était en train de se mettre en place sous le leadership allemand, dans le cadre du programme PIC Forêt. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces questions aboutissait à faire émerger une approche qui n'était plus exclusivement enracinée dans les disciplines forestières traditionnelles, mais qui interpellait beaucoup le milieu de la recherche en écologie forestière.
Alors pour Strasbourg, donc, avec Georges Touzet, il a fallu fabriquer une espèce de doctrine, savoir qu'est-ce que l'on voulait faire. Il y avait une volonté politique de faire quelque chose, mais que propose-t-on donc au ministre? Et Georges Touzet, donc, avec la petite équipe qui était autour de lui, donc, a réussi à faire acter qu'on allait s'intéresser à des projets concrets, qu'on n'allait pas réinventer donc, la terre entière, qu'on allait se fonder sur des questions qui étaient d'ores et déjà partagées, largement partagées au niveau donc, du continent européen, que sur la base de ces questions, on allait privilégier donc, les réponses sur lesquelles il semblait se dégager une orientation donc, commune, et qu'on n'irait pas donc, jusqu'à des solutions de normalisation lourdes, donc, où l'on indiquerait donc, tout ce qu'il fallait faire, la même chose dans tous les pays européens, mais qu'on essaierait de se focaliser sur un tronc commun, tout en laissant donc, chacun des pays donc, adapter ce tronc commun, aller plus loin donc, et trouver comment s'adresser à ses propres spécificités, à sa propre opinion publique et valoriser donc, les propositions donc, des chercheurs. La suite. Donc, comme ça a déjà été fait par Manuel Nicolas, avec Guy Landman, on voulait rendre hommage donc, à Maurice Bonneau, qui a été, j'allais dire, le cerveau qui a permis donc, à Georges Touzet et à la petite équipe autour de lui d'avancer concrètement donc, sur la partie résolution donc, S1, puisqu'il avait été donc, aux manettes du programme des FORPA, mais également parce qu'il avait eu l'occasion, mieux que quiconque, de réfléchir donc, à qu'est-ce qu'il aurait fallu savoir pour gérer donc, de façon un peu plus fluide, moins conflictuelle, plus scientifique, plus rationnelle, donc l'ensemble des questions qui étaient adressées donc, au monde forestier. Et de ce côté-là, donc, il avait un cran d'avance. Et ça, c'est tout à fait vital, c'est-à-dire qu'il nous a permis de réinjecter une avance en matière de réflexion et le niveau politique lui a fourni une opportunité donc, pour passer donc, à l'acte. Et souvent, donc, on gère les deux problèmes donc, en même temps. Là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait un cran d'avance et qui était capable donc, de nous proposer donc, des choses. Et puis le dernier point, c'est comme cela a été dit, à qui s'adresse-t-on? Qui devient donc, le support donc, de ce réseau? Il a été choisi donc, l'Office national des forêts. Ce n'est pas la solution qui a été retenue dans la très grande majorité des pays européens. C'est vraiment une originalité française. On en est très heureux, très content donc, a posteriori, mais à l'époque, ça n'allait pas de soi, puisqu'on a demandé donc, à l'Office national des forêts de s'engager dans une direction sur laquelle ce n'était pas exactement donc, ce qu'elle avait l'habitude de faire, et l'Office national des forêts a remarquablement bien réagi. Alors, je terminerai donc cette première partie historique en rappelant les 4 objectifs qui ont été listés dans la résolution S1 de la première conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, à Strasbourg en 1990. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle Forest Europe. Ces 4 objectifs, premièrement, c'était recueillir des informations approfondies sur l'évolution des écosystèmes forestiers, en prenant en compte à la fois l'historique, les variations de vitalité des forêts, les conditions stationnelles et les événements climatiques. Deuxième objectif, chercher à établir des corrélations entre la variation des facteurs d'environnement et la réaction des écosystèmes forestiers. Troisième objectif, déterminer les niveaux de charge critique en polluants par type d'écosystème forestier. Et quatrième, permettre de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et interpréter les résultats, notamment ceux du réseau européen élémentaire, 16 km par 16 km. On verra que certaines questions sont totalement d'actualité, d'autres nécessitent d'être reformulées. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Alors la seule différence, il y a 10 ans, j'avais une chemise à manches courtes, maintenant, changé de longueur. Donc il y a un petit souci technique, vous avez vu, et qui a été corrigé. Donc désolé Christian, je bénéficie de l'amélioration technique. Donc, l'aspect historique, Christian vous l'a exposé. Alors évidemment, en 25 ans, il s'est passé énormément de choses, celles que je vais vous présenter, et puis beaucoup d'autres. Mais donc, mes quelques réflexions, c'est évidemment par rapport à ce qui a compté au début et qui a permis l'émergence du dispositif qui a été présenté.
Donc, de nouvelles préoccupations environnementales. Donc, bien sûr, le changement climatique en force maintenant, le carbone, la biodiversité, les services écosystémiques, quelques autres, mais ce sont probablement les plus importants, qui attirent beaucoup plus l'attention et les financements publics, en tout cas. Et donc, de fait, bon, qu'on le veuille ou pas, et qu'on l'explique finement ou pas, l'attention portée à l'impact de la pollution atmosphérique diffuse sur les écosystèmes, qui était le sujet numéro 1, a fortement baissé. Au niveau du processus MCPFE, donc, qui est devenu Forest Europe, donc, depuis Strasbourg, les conférences se sont enchaînées. La dernière, la 7e, a eu lieu à Madrid. Et depuis quelque temps, on constate que les sujets discutés sont, on va dire, moins concrets que ceux qui ont permis l'émergence des réseaux, ou qui ont, disons, boosté l'émergence des réseaux en 1990 ou 1993. Et donc, ce Forest Europe est motivé par des questions, je dirais, je ne sais pas si on peut dire d'une autre envergure, mais en tout cas d'une autre nature, comme tout le travail qui a été fait pour essayer de faire émerger une instance mondiale de gouvernance de la forêt. Donc, 2 diapos pour rappeler, ou pour apprendre aux uns et aux autres les sujets qui ont été traités au cours de ces conférences au niveau ministériel. Donc, à Strasbourg, en 90, nous sommes très fiers d'avoir organisé et accueilli la première conférence, un certain nombre de sujets, dont, première flèche rouge, donc le monitoring des écosystèmes forestiers, donc la résolution S1 de Strasbourg, mais également d'autres dossiers, par exemple en matière de génétique, le projet, le réseau EF-Orgen, qui existe toujours. Donc une bonne partie de ces sujets qui ont été portés à l'époque sont toujours très présents, et à Helsinki, il y a eu d'autres sujets, dont l'adaptation aux forêts au changement climatique déjà, donc j'y reviendrai juste après, mais progressivement, donc ça on remonte dans le temps, jusqu'à Madrid en 2015, les sujets sont plus transversaux, c'est-à-dire qu'ils traitent à la fois de questions techniques, mais de questions plus de gouvernance, de questions plus politiques. Donc oui, normalement on peut lire les thèmes, je ne vais pas les détailler, vous retrouvez les thèmes finalement qui ont émergé tout au long de ces 20 dernières années et qui sont généralement un peu moins concrets, donc aussi un petit peu plus difficiles à tracer, hein, le progrès qui peut être fait. Et en 2015, le représentant du ministère de l'Agriculture à cette conférence a mentionné que c'était devenu une plateforme de dialogue politique de haut niveau sur les défis et les enjeux forestiers. Alors, c'est probablement un peu plus maintenant qu'il y a 20 ans, mais de fait, les objectifs et la nature des projets discutés ont également évolué. Ce qui a changé encore, alors ça a été dit, et je pense qu'il faut le dire de façon très positive, le rôle de la Commission européenne et de son financement pendant 20 ans a été tout à fait essentiel pour faire émerger ce projet européen. Et du coup, c'était l'Europe d'ailleurs des 12, des 15, mais dès le début, ça a entraîné tous les autres pays d'Europe centrale. C'est un aspect qu'on oublie, mais qui a été un aspect très, très important. Alors donc, depuis 2006, pour des tas de raisons, ce soutien n'existe plus, mais on va voir, enfin je l'indique en bas de page, que ça a été dit, dans ICP Forest ou PIC Forêt, c'est toujours actif en tant que programme de l'ONU, et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ou craindre, la majorité des pays ont continué à avoir ces activités de monitoring. Mais bon, pour être retourné récemment avec Manuel à la 33e réunion du PIC Forêt, on voit quand même la grosse différence, c'est qu'on c'est vrai qu'on est dans un système qui est pas forcément autant porté, notamment au niveau financier, mais aussi politique, qui mériterait de l'être. Je signale au milieu de la page que donc, le Centre commun de recherche de la Commission, qui a semblé à un moment devoir se saisir de l'aspect technique de tout ce monitoring, il l'a pris, puis c'est revenu. Voilà. Donc c'est pas devenu le centre commun de suivi du monitoring, en tout cas du type de monitoring dont on parle ici.
Et puis, enfin, ce qui a changé, alors en positif cette fois-ci, parmi les acteurs européens, je crois que l'Agence européenne de l'environnement voit petit à petit ou a vu ses prérogatives s'étendre. Anne-Marie Barstrup-Birk, qui est là et qui va nous succéder, pourra peut-être l'illustrer d'une certaine façon. Et au niveau français, il y a des choses très positives aussi avec la reconnaissance d'un potentiel de l'inventaire forestier, enfin des données d'inventaire, beaucoup plus important que c'était le cas il y a une trentaine d'années. Et donc là, il y a un nouveau protocole d'inventaire, c'est connu, mais le développement des études autour des données de l'inventaire, c'est un peu similaire à ce qui se passe sur ReneCoFor. Et donc, on voit qu'il y a un outil fantastique. Il y aura peut-être à l'avenir, enfin, je crois qu'il y a un projet de faire un colloque, alors c'est pas nous qui le ferons, mais sur ce sujet. Et puis, ça a été mentionné, donc les sites ateliers qui sont un petit peu le niveau 3 du PIC Forêt, mais qui n'a jamais été formalisé complètement, ça s'est développé depuis 1995, donc c'est des sites qui sont comme des sites ReneCoFor, sauf qu'ils sont beaucoup plus instrumentés, avec plusieurs dizaines d'appareils de mesure, etc. Mais pour certains aspects, ils sont quand même assez proches de ReneCoFor. Alors là, ils sont pris en charge par la recherche et non plus par les organismes comme l'ONF. Je signale aussi l'existence d'expérimentaux divers et variés et très nombreux en forêt, qui ne sont pas des dispositifs de suivi dans le temps, mais s'ils sont maintenus assez longtemps, ils peuvent fournir des données extrêmement utiles, même en termes de développement des écosystèmes. Et puis enfin, un petit focus donc, sur le changement climatique, qui est présent, on l'oublie peut-être, mais en 1990, dans le cadre de la conférence ministérielle de Strasbourg, parmi les enjeux listés, que je rappelle ici, pollution, incendie, etc., réchauffement climatique, c'était déjà le numéro 3, et accident climatique, ça allait avec, et donc c'était déjà bien dans les esprits, mais voilà, est-ce que ça a été bien pris en compte dans le dispositif? C'est une question qui est posée aujourd'hui. Et en 1993, la 4e résolution d'Helsinki porte sur ce sujet. Donc, c'était un engagement, alors pas de la France pour une raison que j'ai un peu oubliée, mais la France n'avait pas signé cet engagement. Mais bon, on va dire que c'était fortuit. Mais en tout cas, les pays, et surtout l'Union européenne, s'étaient engagés à évaluer, développer et coordonner les dispositifs de suivi pour qu'ils appréhendent mieux finalement les effets du changement climatique. Donc on est assez étonné a posteriori de la pertinence de cet engagement. Bon, sauf que ça venait un peu tard par rapport à ReneCoFor et ses homologues qui venaient déjà d'être juste créés. Et puis trop tôt peut-être parce qu'au niveau de la connaissance scientifique du phénomène du changement climatique, on n'avait peut-être pas forcément, enfin sûrement pas les idées qu'on peut avoir maintenant. Donc, dernière diapo. Donc, le changement climatique, c'est sûrement un sujet extrêmement prégnant. Est-ce que ça doit conduire à modifier les suivis qu'on fait? C'est une question qu'on pose. Maintenant, donc, pour le long terme, on se dit, avec Christian, on s'est dit que c'était intéressant d'explorer de nombreuses pistes et modalités. ReneCoFor, par exemple, c'est 102 placettes qui sont disposées dans des conditions stationnelles, on va dire moyennes, en tout cas pas extrêmes. Donc on se dit peut-être que dans les situations extrêmes, on aurait un signal différent. De la même façon, le régime sylvicole est moyen, enfin il est dans l'ordre de ce que fait l'Office sur ces placettes. On peut se dire que ce serait intéressant éventuellement d'avoir une action ou plus forte, ou au contraire des peuplements dégagés de la sylviculture. Et donc, les modalités vers une transition vers ReneCoFor 2, je l'ai appelé comme ça peut se faire aussi certainement, ou pas si on décide de continuer, ou ça peut se faire de différentes façons, par exemple en recrutant en quelque sorte des placettes qui auraient fait leur temps, pour les reconvertir dans un dispositif parallèle, mais qui ferait un tout avec le ReneCoFor actuel. Voilà, il y a aussi des outils qu'on a mentionnés déjà et qui fournissent des informations et dont il faut tenir compte. Donc c'est un travail pour le comité de pilotage dont ReneCoFor s'est doté, que j'ai le plaisir de présider. Ce n'est pas un travail simple, mais je pense que c'est un travail auquel on va s'atteler avec tous ceux qui ont des idées, des connaissances, des avis, au-delà bien sûr du COPIL.
Et puis, je ne sais pas si l'avenir de René Coffort passe par l'Europe, mais je dirais c'est presque sûr. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas pouvoir faire quelque chose de marquant, de très fort hein, en termes d'évolution de ce qui est fait sans le niveau européen. Donc la présence de quelques représentants de l'instance européenne est une occasion d'en discuter. Merci beaucoup, merci de votre attention.